Donc nous revenons dans le studio et je me tourne vers Jean-Louis Harouel. Alors Jean-Louis Harouel est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Il est professeur d'histoire du droit et des institutions à l'université Paris 2. Paris 2. Paris 2. Vous avez écrit alors une foultitude de livres, donc on n'allons pas les rappeler maintenant, notamment La Grande Falsification, que j'espère que c'est encore disponible pour ceux qui... Il a été réédité l'année dernière avec une postface. Voilà, La Grande Falsification qui est un livre remarquable. Vous êtes évidemment venu en parler à l'antenne de Radio Courtoisie plusieurs fois pour votre analyse de l'art contemporain ou du prétendu art contemporain. Alors, vous avez écrit, qu'est-ce qu'on peut donc citer? Votre essai sur l'inégalité avait été très remarqué en 1984, publié par les PUF, et c'était couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Il avait été remarqué à l'époque par le Club de l'Horloge, qui m'avait invité à l'hôtel Nico à un grand colloque qu'il organisait. Absolument, je me rappelle très bien. C'était en 1984. Alors, vous avez fait beaucoup de livres d'analyse, d'études des institutions. Comme je voudrais quand même citer aussi dans vos ouvrages le livre que vous avez fait sur Fourastier. Vous avez écrit un livre à la mémoire enfin pas la mémoire, oui, une sorte de biographie intellectuelle de Fourastier qui s'appelle les 40 000 heures. Productivité et richesse des nations. Productivité et richesse des nations, voilà, parce que vous en avez fait un plus ancien, mais là, celui-là, c'est Productivité et histoire des nations. Anthologie de la pensée économique de Jean Fourastier, en 2005, c'est très intéressant. Très intéressant. Et j'avoue que cela m'avait échappé que vous aviez écrit une histoire d'expropriation chez Que sais-je, il y a maintenant 16 ans, en 2000. Effectivement, on part de la Bible. Alors, à ce propos d'ailleurs, vous rappelez dans votre ouvrage Les droits de l'homme contre le peuple que sous l'Ancien Régime, certains droits, certaines libertés publiques étaient bien assurées, comme le droit de propriété était mieux assuré qu'aujourd'hui, mieux protégé qu'aujourd'hui. Certainement. Et donc, en fait, les grandes conquêtes qui ont été faites dans le domaine de la liberté publique remontent à la Troisième République. C'est la liberté d'expression avec la loi du 29 juillet 1881, et puis la loi du 1er juillet 1901 qui donne la liberté d'association. Voilà, deux grandes libertés qui ont été conquises après 1870, sous la Troisième République. Liberté d'expression et liberté d'association, sachant que depuis la loi Pleven de 1972, nous sommes revenus en arrière et que la liberté d'expression n'existe plus aujourd'hui dans notre pays. En tout cas, elle est étroitement limitée. Et qu'on est dans un régime qui, à certains égards, évoque les lois scélérates de 1892-1893. C'est le terme propre. La loi Pleven de 1972 et la loi Guesso du 13 juillet 1990 sont des lois scélérates qui portent une grave atteinte à la liberté d'opinion. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous évoquez ce sujet, Jean-Louis Harouel, de dire que alors attention, Harouel, ça s'écrit H-A-R-O-U-E-L, rien à voir avec George Orwell, O-W-E-2-L. Mais il y a une expression orwellienne qu'on entend partout, de la part des cosmopolites qui nous gouvernent, ou qui dominent dans les médias du système, c'est « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Alors ça, c'est monstrueux. Le racisme est une opinion mauvaise sans doute si elle exprime la haine, mais c'est une opinion. Et lorsqu'on interdit le racisme, en France, qui n'est pas le cas aux États-Unis, où il y a le premier amendement qui protège la liberté d'expression, on crée un délit d'opinion. Le racisme est forcément une opinion, ce n'est pas parce qu'une opinion est mauvaise qu'on peut la juger infâme qu'elle n'est pas une opinion. La liberté d'expression est faite pour protéger toutes les opinions, quel que soit le jugement moral qu'on porte sur elles. Et on ne confond pas le droit et la morale. Et je pense qu'un des grands thèmes de votre livre, Jean-Louis Harouel, Les droits de l'homme contre le peuple, mais surtout à la fin qu'on le voit, c'est de dénoncer la confusion entre le droit et la morale. Exactement. Alors, à propos de ce que vous disiez sur le délit d'opinion, permettez-moi de dire quelques mots. Qui s'appliquent tout à fait à ce que vous évoquiez. Le simple fait d'avoir l'imprudence de manifester par un signe extérieur des convictions réprouvées par le législateur est pénalement punissable. Eh bien, ces paroles, elles sont de Léon Blum. Oui, qui n'est pas... Et elles sont de Léon Blum et elles s'appliquaient au délit d'opinion contre l'opinion anarchiste en 1893-94. Et elles sont d'une totale actualité. Sauf que les lois scélérates dont vous parlez
ne visait que l'organisation des attentats. Non, ça visait... On a créé un délit d'opinion à l'époque. Ça visait le simple fait d'émettre une opinion anarchiste ou un sentiment favorable aux attentats dans une conversation, même entre amis. Alors, et ça, Blum le soulignait. Alors, non, effectivement, moi je crois qu'il faut distinguer parce que l'énoncé d'une opinion théorique qui est en elle-même épouvantable, par exemple le communisme, ne peut qu'être accepté dans une société de liberté. En revanche, inciter à des crimes ou à des délits, comme inciter les gens à poser des bombes, ça doit être puni. Parce qu'il y a une provocation à un délit ou à un crime. Voilà. Alors, je reviens à votre livre et à notre thèse, à notre discussion sur les droits de l'homme contre le peuple, dites-vous. Vous dites ceci au début de votre livre, dans l'introduction, et nous allons partir de là. Les droits de l'homme permettent à un groupe identitaire installé au sein d'une nation, étrangère à elle par les origines et les sentiments, c'est page 11, de la combattre de l'intérieur et de chercher à s'emparer de son sol, de son être, à se substituer à elle. C'est le grand remplacement dont parle Renaud Camus. Je répète, les droits de l'homme permettent à un groupe identitaire installé au sein d'une nation, étranger à elle par les origines et les sentiments, de la combattre de l'intérieur et de chercher à s'emparer de son sol, de son être, à se substituer à elle. Alors moi j'ai deux questions à vous poser à cet égard. Premièrement, expliquer comment les droits de l'homme peuvent arriver à ce résultat, Jean-Louis Harouel, et deuxièmement, expliquez-nous si ce sont les vrais droits de l'homme ou bien des droits de l'homme réinterprétés, détournés de leur véritable sens. Alors, c'est effectivement essentiel et il faut distinguer assurément deux choses. Les droits de l'homme tels qu'on les a appliqués en France et aux États-Unis jusqu'au milieu du XXe siècle, et les droits de l'homme tels qu'on les pratique depuis quelques décennies, tels qu'on les conçoit et qu'on les pratique depuis quelques décennies. Et je voudrais ajouter à ce sujet le témoignage d'un historien américain dans un livre récent dont le titre n'est pas traduit en français, dont le titre est « The Last Utopia ». L'utopie finale. L'utopie finale, la dernière utopie de Samuel Moyne, M-O-Y-N. Et Moyne, la thèse de Moyne, c'est qu'il y a une différence de nature. Alors je n'irai pas jusque-là. Mais la thèse de Moyne, c'est qu'il y a une différence de nature entre les droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle et les droits de l'homme des dernières décennies du XXe et du début du XXIe. Et il apporte à sa démonstration un argument sémantique. C'est que dans la langue anglaise, mais ça n'est pas dans mon livre, ce n'est pas dans mon livre, c'est pour ça que ce n'est pas dans les épreuves, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Dans la langue anglaise, le terme traditionnel pour les droits de l'homme, qui venait de Paine, c'est Rights of Man. Et depuis dans les dernières décennies du XXe siècle et maintenant, c'est Human Rights. C'est un terme qui apparaît dans la langue anglaise dans les années 40. Alors j'allais vous le signaler parce que effectivement, cela dit, mais Thomas Paine n'est pas une bonne référence, je préfère Burke, mais bon. Non, mais c'est comme ça que c'est passé dans la langue américaine. Rights of man, mot à mot, droit de l'homme. Rights, les droits of de man, l'homme. Mais chez Burke aussi. Vous verrez de plus en plus en français qu'on commence à dire droits humains. On dit de plus en plus droits humains. Les droits humains, ce qui est une aberration linguistique. Il faut dire les droits de l'homme, évidemment. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est pas la déclaration des droits humains et du citoyen, et ça vient effectivement, c'est une transcription de l'anglais Human Rights. Bon, alors quelle nuance sémantique faites-vous entre ces deux, en anglais et en français? Et en français, eh bien, les Human Rights, droits humains, les Human Rights tels que on les conçoit, enfin les Human Rights correspondent à quelque chose de très différent, ou droits humains en français, correspondent à quelque chose de très différent de ce qu'on a pratiqué sous le nom de droits de l'homme, et en français sous la rubrique liberté publique. Parce qu'au fond, ce que le 19e siècle a réalisé, c'est surtout, et a mis dans sa législation, ce sont les libertés publiques. Alors, sous l'influence du marxisme et de l'URSS, on a ajouté à ces libertés publiques, et du socialisme en général, puisque ça commence dès le 19e siècle, on a ajouté à ces libertés publiques quantité de droits économiques et sociaux qui brouillent. Non, qui ne brouillent pas, qui contredisent. Ou qui contredisent. Mais excusez-moi, c'est absolument évident, parce que l'un des premiers des droits de l'homme, si on regarde la déclaration de 1789,
c'est l'article 3 ou 4, et l'article 17, c'est le droit de propriété. Bon. Or, les droits A, c'est-à-dire les droits qui permettent, qui sont censés donner aux individus une satisfaction matérielle, sont des droits que l'État finance en s'emparant de la propriété des gens. Donc en portant atteinte aux droits de propriété. Les droits A, les droits de la seconde génération, portent atteinte aux droits de la première génération, c'est-à-dire en particulier aux droits de propriété. Non, ce que je voulais simplement dire, je suis tout à fait d'accord, mais que ça brouille la conception classique et libérale qu'on se faisait des droits de l'homme. Alors ça, c'est ce que Michel Villet expliquait très bien. Le grand philosophe que vous citez, d'ailleurs, le grand philosophe du droit, Michel Villet, qui était le grand... Mais lui, il était contre les droits de l'homme par principe, y compris les droits de l'homme de la première génération. Mais en tout cas, il faisait la distinction. Alors permettez-moi, à ce propos alors, à ce propos, il n'est pas tout à fait terminé. Je voudrais ajouter que on est passé, à partir des années 1970 en France, des libertés publiques aux droits fondamentaux. Et la différence fondamentale, la différence majeure, c'est que les bénéficiaires des droits fondamentaux, ce sont les étrangers. Et que c'est au nom des droits fondamentaux qu'on a commencé dans les années 1970 à admettre indistinctement toute personne présente sur le territoire à toutes les prestations, avantages et autres dont bénéficiaient les nationaux. À ce sujet, je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie à un autre livre, en dehors du vôtre, Les droits de l'homme contre le peuple, Jean-Louis Harouel. C'est le livre de Pierre Mioz sur le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, voilà l'ennemi, où il analyse l'évolution juridique extraordinairement forte qui, au départ, qui part d'une situation où l'étranger n'avait pas de droits ou des droits qu'on lui octroyait, à une situation où l'étranger est censé, et en fait, en pratique, les mêmes droits que les nationaux, les citoyens, quand il n'a pas des droits particuliers, des droits matériels supplémentaires, comme les étrangers. Alors le pire, c'est les étrangers illégaux, qui sont en situation illégale, qui sont hors la loi, des immigrés illégaux qui n'ont pas le droit d'être en France, et à qui on donne l'AME, c'est-à-dire qu'on leur finance la sécurité sociale plus largement, sans qu'ils aient de contrepartie à payer, avec notamment ceci qui est absolument extravagant, que les gens ne savent pas, c'est que les étrangers, les immigrés illégaux, ne payent que 25% du ticket de métro, quand ils veulent bien payer, évidemment, et non pas sauter par-dessus de la barrière, alors que l'immigré légal et le français, lui, paye 100%. Vous voyez, c'est quand même hallucinant. On donne des droits particuliers. C'est ça, l'inversion. Si vous voulez, notre société, dominée par le cosmopolitisme, chers auditeurs de Radio Courtoisie, repose sur l'aigu par-dessus tête. C'est l'inversion des valeurs. Voilà. On donne des droits à des gens, et même des droits supérieurs aux nationaux à des gens qui n'ont pas le droit d'être là. Alors pour exposer ce que vous venez de dire sur l'évolution des droits de l'homme, sur leur perversion, je devrais dire, je lis ce que vous écrivez, Jean-Louis Harouel, page 89 de votre livre « Les droits de l'homme contre le peuple ». Les États européens se sont enthousiasmés pour la morale des droits de l'homme, alors même que cette morale connaissait une profonde mutation. En effet, sont alors passés quelque peu au second plan les droits individuels de base. Les droits et libertés reconnus aux individus pour les garantir contre de possibles abus de leurs gouvernants. Liberté d'aller et de venir. Sûreté. Inviolabilité du domicile et des correspondances. Liberté de pensée et d'opinion, liberté d'expression. Le centre de gravité de la morale... Et encore, vous avez oublié le droit de propriété. Le centre de gravité de la morale des droits de l'homme s'est déplacé vers le principe de non-discrimination qui est devenu le principe primordial des droits de l'homme. Ça, c'est extrêmement important. Nous allons revenir sur cette question de la discrimination. Alors, revenons sur ce détournement des droits de l'homme. Peut-on encore parler, à juste titre, de droits de l'homme alors qu'en fait, on s'est éloigné des libertés publiques? Les droits de l'homme de 1789, c'était les libertés publiques. C'était les libertés fondamentales, peut-on dire. Et comment en est-on venu à cet égarement de la pensée juridique? Jean-Louis Harouel. Par quelle évolution? Eh bien, on y est venu, c'est ce que j'ai essayé d'exposer dans ce livre, on y est venu par le fait que l'idéologie des droits de l'homme est devenue, selon le terme de l'auteur, de l'historien américain que j'évoquais, la dernière utopie, est devenue Moyne, M-O-Y-N,
Samuel Moyn, est devenu la dernière utopie, est devenu une religion, notre dernière religion politique, notre dernière religion séculière, qui a pris, à partir des dernières décennies du XXe siècle, la suite du marxisme comme promesse de l'avènement d'un avenir radieux et du bien absolu sur la Terre. Et les droits de l'homme sont le substitut du communisme comme promesse de l'émancipation totale de l'être humain et d'une humanité réconciliée avec elle-même. Nous allons revenir sur cette mutation de la gauche qui est passée du communisme à l'idéologie des droits de l'homme. Je vais citer, c'est la page d'avant, la page 68 de votre livre Les droits de l'homme contre le peuple, Jean-Louis Herouel. Vous dites ceci: avec l'intrusion de la notion de droits fondamentaux, terme introduit en France dans les années 70, aussi bien le juge constitutionnel que les cours européennes, mais aussi le législateur, ont entrepris de transformer sournoisement le pays en camp de rééducation. Transformer sournoisement le pays en camp de rééducation, afin de sanctifier autoritairement les rapports entre particuliers sur la base d'un amour obligatoire de l'autre, dont les manquements sont sanctionnés par les tribunaux. Alors je pensais à ça, à votre livre, déjà dans la première partie de cette émission, qui était consacrée au féminisme, et j'avais évoqué l'affaire Denis Baupin. Et j'ai pensé à ça, et j'avais fait d'ailleurs un billet de Twitter, un tweet, qui était le suivant: une paire de claques vaut mieux qu'un procès. Vous savez qu'on a introduit toutes sortes de lois sur le harcèlement. Bon. Qui sont des lois, à mon avis, parfaitement inutiles et même dangereuses et scandaleuses. On a déjà des lois contre les injures, on a déjà des lois contre les agressions, contre les viols. On n'a pas besoin de lois spécialement sur le harcèlement. Ça n'a pas de sens. On peut sanctionner de manière disciplinaire le harcèlement sous une forme ou sous une autre dans une entreprise, par exemple, par des sanctions disciplinaires. Mais introduire la notion de harcèlement dans le droit pénal aboutit à juridiciser les rapports sociaux. Quand un homme se comporte mal, quand c'est un goujat, il ne mérite pas un procès, il mérite une paire de claques. Il mérite d'être remis à sa place, il ne mérite pas un procès, ça ne relève pas du droit pénal. Donc lorsque Michel Sapin, le ministre des Finances ou le ministre de l'Économie, je ne sais plus, se permet de faire une remarque déplacée à une jeune journaliste qui porte un pantalon taille basse qui montre le haut des fesses et qui porte, en anglais on dit string, enfin une ficelle. C'est bien ça, une ficelle. Ça mérite peut-être une paire de claques ou qu'il soit remis à sa place par un mot approprié, mais pas un scandale public. C'est vraiment anodin. Bon. N'oubliez pas qu'à côté du harcèlement sexuel, il y a le harcèlement moral dans l'entreprise, dans la société, dans l'administration. Il y a le harcèlement. On a même inventé le harcèlement conjugal. Alors ça, je trouve ça incroyable. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement conjugal en réalité, mais que ce soit un délit pénal me paraît une monstruosité. Voilà. Et donc ça relève exactement de ce que vous dénoncez dans votre livre Les droits de l'homme contre le peuple, de cette juridicisation de l'espace social. Absolument. C'est en fait, on crée des individus sous surveillance constante. C'est orwellien, c'est quelque chose de très orwellien en réalité. C'est du totalitarisme feutré. Alors, est-ce que nous pouvons peut-être insister sur l'immigration, qui est quand même un grand sujet de notre époque, et sur ce que vous en dites, parce que votre première attaque, votre attaque principale contre les droits de l'homme ainsi dénaturés, transformés en droits fondamentaux au service des étrangers, c'est que ça aboutit en fait à la mise en cause de l'identité nationale. Ça aboutit à la création sur le même territoire de deux peuples, de la société légitime et d'une contre-société ou d'une contre-société qui peut être plurielle, mais qui a en commun d'être en état de tension, de conflit latent ou de conflit ouvert avec la société principale et légitime, et de chercher petit à petit à l'éliminer, à la remplacer. Alors vous dites exactement ceci, Jean-Louis Herouel, dans votre livre, donc Les droits de l'homme contre le peuple, c'est au nom de ce dogme
des droits de l'homme. Non, je vais peut-être commencer un peu plus haut. En vertu du dogme que vous appelez mémiste, c'est-à-dire le dogme de l'identification, de l'égalitarisme, qui refuse de distinguer entre les individus selon leur origine. On est requis de voir l'autre comme le même. Comme le même. La religion séculière des droits de l'homme décide que tous les hommes, étant parfaitement interchangeables, des Maliens ou des Turcs en nombre illimité, peuvent indifféremment remplacer au pied levé des Français indigènes pour faire fonctionner correctement la France. Il est évident que c'est faux, mais c'est un article de foi, un dogme religieux. C'est au nom de ce dogme que les Européens se voient aujourd'hui sommés par le gnostico-millénarisme de la religion des droits de l'homme de disparaître en tant que civilisation et en tant que nation pour se fondre dans le grand tout d'une humanité mondialisée. Alors, la conséquence, évidemment, c'est qu'il faut se débarrasser. Si on croit cela, il faut répudier cette idéologie. Il faut répudier cette idéologie, combattre cette religion, renoncer à la notion de droits fondamentaux et revenir aux libertés publiques. Et restaurer les libertés publiques qui sont terriblement abîmées, justement, par cette nouvelle version des droits de l'homme. Cette version des droits de l'homme comme religion politique, comme religion séculière, et destructrice des libertés publiques. Alors, je vous propose une thèse une idée qui m'est venue en vous lisant, d'ailleurs, Jean-Louis Harouel. Nous avons longtemps vécu dans un État républicain. Alors, on peut être royaliste ou républicain, mais l'État républicain n'était pas l'État cosmopolite. Et on l'illustre notamment par cette fameuse citation de De Gaulle que vous donnez. La France est un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-latine. Eh bien, pour moi, si on prend la Constitution, non pas au sens formel du texte de la Constitution, mais au sens matériel de l'esprit de la Constitution, nous avons basculé de l'État cosmopolite de l'État républicain dans l'État cosmopolite le 1er juillet 1972 avec la loi Pleven. La loi Pleven introduit une innovation absolument extravagante qui interdit non seulement l'incitation à la haine à l'égard de groupes définis par l'origine, la race, mais aussi contre la nationalité, ou l'appel à la discrimination contre ces mêmes groupes en vertu de leur origine, etc. Or, il y a deux critiques à faire. Premièrement, cette atteinte extraordinaire à la liberté individuelle, qui implique la liberté de discrimination, qui est parmi les libertés publiques, ce n'est même pas énoncé tellement c'était évident, la liberté de discrimination. Mais pis encore, on interdit, la loi interdit, au moins pour les particuliers, la discrimination et l'appel à la discrimination entre les Français et les étrangers, entre les nationaux et les étrangers. Mais ça, c'est monstrueux. Il n'y a pas de nation sans préférence nationale. La cité est fondée sur cette discrimination. Donc, je veux dire, entre le citoyen et comment est-ce que Pompidou a pu accepter d'être assez aberrant, il n'était pas encore mourant à l'époque, en 1972, pour faire voter une loi qui interdit en théorie la préférence nationale, alors même d'ailleurs que l'État continue encore plus à l'époque, de faire une distinction dans le recrutement des fonctionnaires, par exemple, entre les Français et les étrangers. Bon. Et là, si vous dites, moi je voudrais louer mon appartement, je suis propriétaire d'un appartement, je veux louer mon appartement de préférence à un Français plutôt qu'à un étranger, ce qui devrait être considéré comme parfaitement normal et même souhaitable, c'est un délit. Mais c'est monstrueux. La discrimination non seulement doit être autorisée, mais elle doit être conseillée, elle doit être obligatoire lorsqu'il s'agit de l'État et conseillée lorsqu'il s'agit des particuliers. Non pas interdite, mais conseillée. C'est la logique de la nation, de la fraternité. On nous parle de fraternité, liberté, égalité, fraternité, mais la fraternité, c'est la fraternité entre les nationaux. Ce n'est pas une fraternité universelle qui s'adresse à tous les individus du monde. Et bien justement, cette fraternité universelle a détruit la fraternité entre les nationaux. Elle l'a rendue répréhensible. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le basculement, je crois qu'il y a eu un basculement en 72, métapolitique en 72 avec cette loi Pleven. Donc c'est sous un gouvernement dit de droite que nous avons changé de régime politique en passant de la République à l'État cosmopolite. Car le cosmopolitisme, alors, vous dites, et nous allons en parler parce que c'est quand même passionnant et très important, vous dites dans votre livre, Les droits de l'homme contre le peuple, qu'il y a deux sources lointaines qui ont parcouru les siècles à cette idéologie. C'est la gnose, dont nous avons parlé récemment à ce livre-journal du lundi soir avec Roland Hureau, dont vous citez son livre d'ailleurs. Et deuxièmement, le millénarisme, qui est une hérésie chrétienne qui... partant d'un texte de l'Apocalypse, dit que le Christ va revenir pour 1000 ans à créer le paradis sur terre avant le paradis dans l'au-delà. Eh bien, il y a une troisième source que vous ne citez pas.
sinon par allusion. C'est la philosophie cosmopolite inventée très précisément par Diogène le Cynique, il y a 2350 ans. Vous savez, Diogène le Cynique, qui vivait à Athènes, c'est celui qui vivait dans un tonneau. Diogène de Sinope. Oui, c'est ça. Ôte-toi de mon soleil, dit-il à Alexandre. Qui a dit Alexandre ôte-toi de mon soleil. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette philosophie est apparue en même temps que l'Empire. Que l'Empire, qui est un système politique qui veut effacer les frontières entre les nations, qui théoriquement a vocation à être universel. Bon. Le cosmopolitisme, cette philosophie, cette idéologie, certes, elle a été aussi véhiculée par la gnose, elle a été véhiculée par le millénarisme, mais en tant que philosophie, elle affirme, premièrement, qu'il faut effacer les frontières entre les peuples, frontières physiques, donc immigration illimitée, donc libre-échangisme du point de vue commercial, et aussi d'ailleurs État mondial, puisque les peuples n'ont pas de raison d'avoir des États particuliers, mais aussi qu'il faut effacer les frontières internes, c'est-à-dire les frontières morales ou spirituelles, qui sont les valeurs, c'est-à-dire qui établissent la distinction, la frontière entre le bien et le mal, entre le beau et le laid. Et donc c'est pour moi la troisième source. Je ne nie pas du tout ce que vous dites de passionnant sur la gnose, sur le millénarisme, mais à un moment donné, il y a une troisième source qui se conjugue, qui est cette philosophie. Et aujourd'hui, la religion des droits de l'homme elle-même, issue, comme vous l'avez montré, de la gnose et du millénarisme, est au fond une partie, certes la moitié ou les 2/3 peut-être, mais une partie seulement de ce cosmopolitisme qui s'exprime aussi d'une autre manière. Par exemple, le cosmopolitisme s'exprime aussi dans le prétendu art contemporain dont vous avez fait un livre superbe, sur lequel vous avez fait un livre superbe, la falsification, la grande falsification. Or, c'est difficile, à mon avis, de rattacher cette perversion artistique d'un art contemporain, qui est un art dégénéré en réalité, aux droits de l'homme. Ça s'ajoute. La source, c'est bien le cosmopolitisme qui refuse la distinction du beau et du laid. Mais on peut aussi beaucoup la rattacher à la gnose. Peut-être aussi dont la plupart des grands théoriciens comme Kandinsky sont des gnostiques. Il y a un lien aussi, une influence de la gnose, mais je pense que la philosophie cosmopolite est plus large et qu'elle elle consonne parfaitement avec la gnose et le millénarisme. Bon, alors revenons donc à notre origine, à l'examen des origines. Vous vous dites, rappelez-nous en quoi cette religion des droits de l'homme, ou ce cosmopolitisme, est issu d'une longue histoire de la pensée. Vous êtes un historien de la pensée et des institutions. Et donc ça remonte jusqu'à la gnose des premiers siècles de l'ère chrétienne. Jean-Louis Harwell. Oui, et effectivement, la gnose, j'ai été forcément dans ce livre extrêmement synthétique sur la gnose. 143 pages, forcément. J'ai traité cette question en une page ou deux, et je me suis contenté d'en dégager ce qui me paraissait essentiel pour la démonstration que je conduisais. C'était de souligner qu'il y avait dans la gnose, de manière pas toujours exprimée directement, mais bien réelle, l'idée de l'homme-dieu, de l'homme et Dieu. L'homme et Dieu, puisque l'âme, et c'est l'un des thèmes majeurs de la gnose, l'âme est une parcelle du feu divin enfermée malencontreusement dans la matière, par un démiurge malfaisant qui est Yahweh. Et l'objectif de la gnose, c'est que toutes ces parcelles de lumière se quittent la matière, que la matière soit anéantie, que tout se rassemble dans le feu divin. Mais en attendant, l'homme est Dieu. L'homme qui est doué d'une étincelle de lumière comme âme est Dieu. Il est Dieu, et de ce fait, il est au-dessus de l'ordre social, au-dessus de l'ordre moral, au-dessus des lois. Il y a dans la gnose un antinomisme. Alors à cet égard, permettez-moi, vous le citez une fois dans votre livre, évidemment vous ne pouviez pas développer, mais j'étais frappé dans mes lectures sur les gnostiques et la gnose, d'abord la lecture des gnostiques eux-mêmes, par les frères du libre esprit. C'est très peu connu. Ah oui. C'est fascinant. C'est le gauchisme. Alors les frères et sœurs du libre esprit, c'est une secte qui a traversé des siècles au Moyen-Âge, hein, et je vous conseille, si vous vous intéressez au sujet, mais sur le plan littéraire, c'est très intéressant de lire, c'était publié par Albin Michel, le livre de Marguerite Porrette, qui s'appelle le miroir des âmes simples et anéanties. C'est ça.
Et alors c'était extraordinaire. Marguerite Porete était donc une sœur du Libre Esprit qui est partie de cette secte entièrement secrète, parce que il n'y avait pas la liberté religieuse à l'époque. Et donc on pouvait se faire brûler. On la connaît par les procès d'inquisition. Alors on la connaît par les procès, mais parce qu'elle a fait un livre aussi. Elle a fait ce livre-là. Et ce livre est fascinant. Alors moi je l'interprète comme la description d'une initiation qui conduit à la liberté. Alors c'était une secte initiatique, et l'homme ne devient Dieu qu'au dernier degré de l'initiation, lorsqu'il découvre justement la gnose, c'est-à-dire ce savoir total qui est apporté par la secte. Et alors effectivement, quand on est Dieu, si on se considère comme étant Dieu soi-même, ce n'est pas très modeste, mais on n'a plus de morale, puisqu'on est à soi-même sa propre morale. On n'est plus assujetti à une morale extérieure qui est considérée comme contraire à l'essence même de ce que l'on est soi-même. Alors c'est une forme d'anarchisme mystique. Sur ce thème, on peut citer également Michel Onfray, qui dans son histoire de la contre-philosophie a consacré un tome 2 au christianisme hédoniste. Alors, ce n'est pas du christianisme de mon point de vue, mais il y a une centaine de pages très intéressantes de Michel Onfray sur ces questions, et notamment un passage sur le libre esprit. Et puis il y a également qui n'étaient pas chrétiens. Qui n'étaient pas chrétiens en réalité, qui étaient gnostiques. Et il y a un passage il y a des pages très intéressantes également sur ce thème chez Norman Cohn. Norman Cohn, les fanatiques de l'Apocalypse, en anglais The Pursuit. Le titre anglais est meilleur, moi je l'ai lu en français. The Pursuit of the Millennium. The Pursuit of the Millennium, c'est-à-dire la recherche du millénium, c'est-à-dire des 1000 ans vécus comme un paradis terrestre. Moi j'étais obligé de le lire en anglais parce que pendant des années j'ai cherché à me le procurer en français. J'aurais pu vous prêter. Mais j'ai besoin d'écrire sur les livres. Donc j'avais besoin de l'acheter. Je vous aurais permis. J'avais déjà beaucoup écrit dessus, remarquez. Mais bon. Il y aurait plus de place. J'avais besoin de l'acheter et d'écrire dessus. Donc j'ai fini après des années de recherche par l'acheter en anglais. Il n'a pas été édité en français alors. Non, parce qu'il dérange trop les Français. Pourquoi ? Parce qu'il montre finalement la dimension millénariste du socialisme. Bien sûr. Et donc il dérange énormément les Français. Mais vous n'avez pas cité un auteur intéressant aussi dans le même genre, c'est Shafarevitch. Igor Shafarevitch, sur le phénomène socialiste, qui a écrit sur la chose. Permettez-moi aussi de vous citer aussi Socialisme et religion sont-ils compatibles, livre du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge. Bien sûr. Excellent livre. Et où j'ai écrit quelques lignes sur le sujet de la gnose et du millénarisme. Oui, d'ailleurs, au tout début de ma réflexion, j'étais parti de ce livre. Alors, j'avais dû m'en acheter à cette époque-là. Ouais, donc, alors, la gnose est donc une... on ne sait pas très bien, à travers les siècles, parce que c'était secret, par définition, la gnose est secrète, c'est initiatique. Comment elle a pu s'est transmise, mais vous donnez certaines étapes nombreuses et variées, sachant que la gnose, c'est un phénomène très complexe, et qu'il y a même une gnose de droite. Par exemple, un des plus grands écrivains, peut-être deux ou trois plus grands écrivains de la prose française, le Savoyard Joseph de Maistre, et visiblement gnostique. Balzac est gnostique. Alors Balzac a des côtés gnostiques, mais c'est pas le centre de sa pensée. Je dirais même que c'est le côté complètement rasoir de son œuvre. Ouais, ce n'est pas le mieux. En revanche, Joseph de Maistre dans les soirées de Saint-Pétersbourg, qui est un des plus grands livres que j'ai jamais lu. C'est un livre prodigieux, je suppose que vous êtes d'accord. Les livres c'est un style flamboyant, mais c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, on sent la gnose. C'est l'hypothèse aussi c'est comme Guénon, c'est l'hypothèse de la tradition primordiale, n'est-ce pas, qui aurait été transmise. Alors pour ceux qui veulent rabaisser les sujets au comique, ça fait penser à comment ça s'appelle. Comment s'appelle ce film célèbre ça va me revenir. Vous savez, on traverse les âges. Les Visiteurs. Les Visiteurs. Les Visiteurs, qui est un film très drôle, mais c'était un peu cette idée-là aussi, avec cette espèce sauf qu'on ridiculise évidemment cette idée de la tradition primordiale ou de cette tradition qui se transmet de manière secrète. Alors, donc la gnose est complexe, mais disons que pour être simple, pour rester à l'essentiel, la gnose principale, les mouvements gnostiques principaux sont des mouvements antinomistes, c'est-à-dire immoraux, qui finalement, et Norman Cohn le dit bien, qui innervent les mouvements millénaristes et plus tard communistes, qui s'associent. Parce que c'est un mouvement élitiste, la gnose. Il y a le mouvement de masse qui on passe par Jacob Böhm, on passe par Joachim Flor, on passe par Jacob Böhm, on passe par le romantisme d'Iéna, on passe avant ça par les Illuminés de Bohême. De Bavière ou de Bohême ?
De Bavière. Parce qu'il y en a aussi de Bohème. C'est pas très loin. Mais... Il y en a aussi de Bohème. Ouais. Et finalement... Et donc la franc-maçonnerie en particulier a hérité de cette elle en a hérité plus officiellement dans sa variante spiritualiste, mais elle en a hérité aussi de manière bien réelle. Alors, dans sa variante qui se dit matérialiste. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je soutiens pour ma part qu'il ne faut pas faire d'erreur sur les origines de la franc-maçonnerie. Pour moi, la franc-maçonnerie a une origine extrêmement simple. En Angleterre, dans une société où il n'y avait pas la liberté d'association, eh bien, les gens qui étaient un peu dissidents, qui voulaient s'associer entre eux pour développer des idées un peu scabreuses à l'époque, où il n'y avait pas la liberté d'expression, ont trouvé astucieux d'utiliser une structure traditionnelle qui existait, qui était la maçonnerie des maçons, enfin des ouvriers de la pierre. Et ils se sont introduits, ils ont infiltré des loges de la maçonnerie qu'on appelle aujourd'hui opérative. Bon, c'était en gros les compagnons du devoir, hein, voilà, donc des sociétés initiatiques, mais j'allais dire bon chic, bon genre, au bon enfant, qui remontaient aux tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Ils en ont emprunté le style, les formes, pour en fait s'associer librement en étant tolérés. Et ils ont utilisé en fait une institution existante qui était acceptée par le régime, la franc-maçonnerie, pour en transformer en fait le contenu et la portée. Bon. Et c'est l'origine, donc c'est simplement le défaut de liberté d'association qui les a conduits à adopter ces rites initiatiques. Et ensuite évidemment, tous les gens plus ou moins fêlés, plus ou moins excités, plus ou moins allumés qui pouvaient exister se sont précipités sur cette société initiatique et secrète qui était la franc-maçonnerie. Mais je ne crois pas que ça fasse partie de son essence ni de son origine. Jean-Louis Harwell. Ajoutons même qu'à la fin du XVIIIe siècle en France, c'était comme le Rotary Club. Dans la haute société, il fallait en être. On dit souvent, je crois que c'est vrai, que le Rotary Club, le club Rotary est une émanation de la franc-maçonnerie américaine. Voilà. Donc c'était un peu ça. Bon, donc la franc-maçonnerie a quand même joué un grand rôle, mais pas seulement parce que il faudrait quand même parler, puisque vous parlez de la gnose, d'une gnose que vous ne citez pas, qui est la Kabbale. La Kabbale juive est la forme gnostique du judaïsme, qui est d'ailleurs, c'est pas notre sujet principal, donc je ne vais pas épiloguer, mais qui est d'ailleurs en contradiction en fait avec les dogmes du judaïsme. Vous savez complètement. Alors d'après moi, c'est une thèse, je pense, qui est assez vraisemblable, bien qu'elle ne soit pas très alimentée à ma connaissance dans l'université. La Kabbale juive, qui est née, donc, comme l'a démontré Gershom Scholem au XIIe siècle en Provence, la Provence au sens large, est issue d'une influence du catharisme, qui est une gnose, sur le judaïsme. À tel point qu'on retrouve dans la Kabbale juive des dogmes absolument extravagants du point de vue du judaïsme classique, comme la réincarnation, une forme de panthéisme. Mais, donc cette gnose est une gnose, et effectivement, on retrouve cette idée que l'homme est une parcelle de la divinité qui s'appelle la Shekinah, la présence divine, dispersée dans le monde, sauf que la Kabbale juive étant raciste, les parcelles de la divinité, ce sont les juifs, dispersés au milieu des fumiers des non-juifs que sont les goyim. Vous voyez ? C'est une réinterprétation de la gnose où seuls les pneumatiques ont une âme immortelle, parcelle de la divinité, absolument. Et les autres sont à des degrés inférieurs. Mais dans la gnose classique, il y a tout de même une différence avec cela, c'est que ceux-là même qui sont purement matériels, à un jour ou l'autre, de réincarnation en réincarnation, ils vont atteindre, avec un peu de chance, au stade de pneumatique. Le pneumatique, ça n'est pas au sens des roues, des pneus des voitures, hein, ça veut dire celui qui est inspiré. Qui ont le pneuma, qui ont le souffle. Celui qui a le souffle divin, oui. Bon, alors donc, ce qui est intéressant... Il faudrait également ajouter à la Kabbale que dans l'islam, il y a la gnose du soufisme. Et certains, comme Henri Corbin, ont tendance à penser que le chiisme lui-même est une gnose. Ce qui est vrai non seulement dans les formes dissidentes et très exotiques, comme les Alévis ou les Alaouites, oui, mais même dans le chiisme classique, le chiisme dit duodécimain de l'Iran actuel, ou de l'Irak, ou du Liban. Alors, ce qui est intéressant, parce que nous avons une longue histoire de ces mouvements révolutionnaires, égalitaristes, avec ce couple gnose et millénarisme. Le millénarisme, donc, c'est une hérésie chrétienne qui explique que Jésus, alors c'est dit dans l'Apocalypse, mais c'est pris à la lettre comme l'annonce que Jésus va venir pour établir sur terre un règne de 1000 ans,
qui sera un règne paradisiaque. Ce sera le paradis sur Terre, le retour au paradis terrestre. Et ce millénarisme est proposé aux masses. Et vous citiez Norman Cohn, il montre bien, ou il affirme en tout cas, les preuves formelles sont manquantes, hein, qu'il y a eu une association entre la gnose, peut-être les frères de libre esprit, et les mouvements millénaristes, lorsqu'il y a eu la réforme protestante hussite, avec les taborites, qui étaient des communistes de l'époque, ou dans des autres sectes communistes, comme les gens de Fra Dolcino, dont on parle dans Le Nom de la Rose. Donc il y a eu des mouvements, avant le mouvement communiste que nous connaissons, celui de Marx et Lénine, et les communismes les autres communismes du 19e siècle, qui étaient anti-religieux ou non religieux, dans la forme en tout cas, qui étaient des religions séculières, mais pas des religions officiellement. Il y avait donc des hérésies chrétiennes. Le mouvement taborite, c'était une variante du mouvement hussite en Bohême. Et puis les anabaptistes, lors de la réforme luthérienne à Münster. Jean de Leyde était indiscutablement un descendant du libre-esprit, enfin un héritier du libre-esprit. Ils ont établi, alors évidemment, ça n'était pas le Cambodge, la Chine ou l'Union soviétique, mais ils ont établi pendant quelques mois une société communiste. Et une terreur communiste. Une terreur communiste. Donc on a vraiment... Et Engels, donc le coadjuteur de Marx, reconnaissait dans ces mouvements communistes anciens les précurseurs du mouvement communiste qu'il développait avec Karl Marx. Oui, parce qu'il voyait dans Thomas Müntzer le premier héros prolétarien. Alors ce qui me paraît important, puisque notre sujet c'est les droits de l'homme contre le peuple, c'est de voir qu'il y a eu quand même une mutation, vous le dites d'ailleurs très bien, hein, je ne sais plus à quel endroit vous le dites, mais vous le dites, entre le cosmopolitisme et le communisme et l'idéologie des droits de l'homme, ou la religion des droits de l'homme. Alors je crois que quand on étudie, on voit ça notamment chez Shafarevitch, l'histoire de l'utopie égalitaire, on voit très bien qu'elle a deux pôles d'expression. Elle a un pôle libertaire et un pôle autoritaire. C'est-à-dire qu'il y a ça se voit notamment dans les récits utopiques. Et alors, dans mon analyse, je ne l'ai pas développé beaucoup dans ce livre, dans mon analyse, et ça explique les tiraillements actuels de la gauche, il y a une tradition millénariste et une tradition gnostique. La tradition millénariste, effectivement, étant autoritaire et voulant organiser le goulag, et la tradition gnostique, qui est hyper libertaire, hyper destructrice de l'ordre social. Et ces deux conceptions, ces deux courants de la gauche, évidemment, se rejoignent à certains moments. Et puis à d'autres moments, ils manifestent leur autonomie réciproque. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est, comme vous le dites, la gnose d'un côté et le millénarisme de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit très bien à travers les âges. Le clivage droite-gauche n'a pas toujours existé. Il remonte en fait à ce que Paul Hazard appelle la crise de la conscience européenne et qui date des années 1680-1715. Mais en revanche, la gauche, sans que le nom lui soit encore donné, on lui a donné ce nom qu'en 1789, existe depuis longtemps. Et qu'est-ce que c'est que la gauche ? C'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et cette expression idéologique, elle a deux aspects, deux pôles, deux manifestations. Premièrement, la caserne, que vous appelez le millénarisme, mais c'est l'utopie de Thomas More. Hein. C'est vraiment une société où l'égalitarisme, en fait, se traduit par le fait que tout le monde est réduit à être un rouage de la société. Ou de Campanella. Campanella. C'est vraiment une société telle que les communistes ont voulu la réaliser. Donc c'est ce que j'appellerais le pôle collectiviste, où l'individu est broyé dans une société. L'idéal, c'est l'idéal de la termitière ou de la fourmilière. Il faut que l'individu soit un atome dans une société. C'est le tout qui compte. Et puis l'autre pôle d'expression, c'est le carnaval. Et ça, c'est le cosmopolitisme. Et j'aurais tendance à renvoyer l'un à la gnose et l'autre millénarisme. C'est possible. Ça, c'est une hypothèse, mais ça me paraît possible. Et même probable. En tout cas, ces deux pôles sont clairs. Et cette dualité de la gauche, l'expression de l'utopie égalitaire, explique l'évolution récente des mentalités dans nos pays. Car la gauche, qui était essentiellement collectiviste, avec le triomphe du communisme et avec l'État-providence dans les pays la caserne s'est effondrée. Et comme la caserne s'est effondrée, c'est le carnaval qui prend la place. Et d'ailleurs, moi je l'ai vu, je me rappelle, dès 1981, ou après, parce que donc Mitterrand est arrivé au pouvoir allié avec les communistes,
Et c'est le moment où le communisme a commencé à s'effriter. Et par compensation, la gauche française, la gauche officielle, celle qui porte ce nom, le Parti socialiste, et son chef François Mitterrand, ont insisté sur le côté libertaire de la gauche. Alors, et avec notamment l'abolition de la peine de mort, la politique culturelle de Jack Lang, etc. L'avortement, c'était déjà fait. Mais cette dégradation des mœurs qui aboutit au mariage homosexuel. Et la théorie du genre enseignée à l'école, je vous rappelle, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que ce n'est pas la gauche qui a introduit la théorie du genre à l'école, c'est monsieur Sarkozy, en septembre 2011, qui a introduit la théorie du genre à l'école de la République. Bon, théorie aberrante et qu'on enseigne comme une théorie scientifique. Donc si on admet cette hypothèse, cette analyse plutôt, des deux pôles d'expression de la gauche, eh bien, on voit tout ce qu'il y a de fou à dire. Maintenant, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Si, l'idéologie dominante, religion des droits de l'homme, qui pour moi est le volet principal du cosmopolitisme, eh bien, est l'expression du pôle numéro 2 de la gauche, et c'est donc bien toujours la gauche, simplement elle s'est métamorphosée. D'où, alors, les gens de droite, en fait, sont très mauvais stratégiquement. Ça fait 3 siècles que ça dure, et j'aimerais bien que ça finisse. Et nous sommes là à Radio Courtoisie pour que ça finisse. Il faut qu'ils soient plus intelligents stratégiquement, et qu'ils voient que la gauche a changé de visage, elle a pris un autre masque. Plus intelligent stratégiquement, pardon, il faudrait qu'ils réfléchissent et qu'ils lisent. Parce que ce n'est pas ce qu'ils font en général. Parlez-vous des gens de droite ou des gens de gauche? Des gens de droite. Bon, alors qu'ils lisent Les droits de l'homme contre le peuple de Jean-Louis Harouel aux éditions d'Esclave de Brouwer, je pense qu'ils apprendront beaucoup. Mais alors, ça m'amène... Alors peut-être qu'il faudra donner la parole au lecteur, mais ensuite je vous interrogerai sur... non, peut-être avant de donner la parole au lecteur, parce que le temps passe. Votre livre est passionnant, et vous dites beaucoup de choses passionnantes, Jean-Louis Harouel. Mais j'aimerais que nous écoutions, chers auditeurs... J'aimerais que nous écoutions le bobino de la fête de la courtoisie du 12 juin prochain. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri Delesquin, qui reçoit dans cette seconde partie, pour répondre à la question, les droits de l'homme sont-ils la base de la démocratie? Jean-Louis Harouel, professeur d'histoire du droit et des institutions à l'Université de Paris 2, et son livre Les droits de l'homme contre le peuple, aux éditions Desclée de Brouwer. DDB, Desclée de Brouwer. Alors, une auditrice, une paire de gifles ne rapporte rien, alors qu'une loi permet le procès qui fait gagner de l'argent. Un auditeur de Radio Courtoisie, il n'y a pas que les droits de l'homme, il y a aussi les devoirs de l'homme. Un auditeur, on ne parle plus du droit de propriété, mais du droit à la propriété, comme le droit au logement, évolution de la sémantique qui change totalement le sens du droit. Une auditrice de Radio Courtoisie, ne ressortirait-il pas de l'idéologie des droits de l'homme qu'elle s'appliquait aussi aux Français de souche et pas seulement aux étrangers? C'est aussi le droit qui doit être appliqué à tout le monde. Un auditeur de Radio Courtoisie, c'est déjà au prétexte des droits de l'homme que les États-Unis ont attaqué l'Espagne à Cuba, dans les Antilles, et les Philippines en 1898. Première guerre impérialiste dirigée contre l'Europe. Première guerre où l'anticolonialisme sert d'instrument à l'impérialisme précurseur du mondialisme américain. Une auditrice, peut-on préciser en quoi consiste la loi Pleven? Merci. Alors que M. Valls déclarait il y a 6 mois que l'installation des Français à l'étranger était une chance pour la France, mercredi dernier, le Centre d'analyse économique déclarait que l'accélération de la fuite des cerveaux, des cerveaux à l'étranger était telle que cela présentait un danger pour l'économie française et qu'il n'arriverait pas à les remplacer par des travailleurs immigrés. Une auditrice, il faut donner une paire de gifles. Oui, mais on peut se faire encore attaquer plus fortement. Comment réagir, surtout si l'on n'est pas fort? Et je suis souvent d'accord avec M. Delesquin, mais je pense que trouver l'origine du cosmopolitisme en Diogène, ce n'est pas ça. Celui-ci voulait seulement qu'on le laissât en paix dans son... C'est faux.
C'est entièrement faux. Sur Diogène, je suis formel. Renseignez-vous. Diogène est vraiment... c'est-à-dire, il se dit... Le poison du cosmopolitisme... Cosmopolité, citoyen du monde. Alors, oui, alors d'abord, effectivement, c'est lui qui a forgé avec ses compagnons de l'école cynique. Cynique, ça veut dire qui vit comme des chiens. Hein. Donc c'est un refus de la nature humaine. C'est-à-dire qu'en fait, les Athéniens l'accusaient de vivre comme un chien, et pour braver les Athéniens, il avait repris orgueilleusement, et pour les braver, les choquer. Non mais ça, je crois que, bien que vous soyez un peu philosophe, cher, vous n'êtes pas seulement philosophe, mais vous êtes aussi philosophe, Jean-Louis Harouel, je crois que la philosophie depuis la Grèce charrie du poison, hein, et notamment le poison cosmopolite, la réputation quand même très favorable que l'on fait à ce Diogène, qui était un personnage épouvantable, odieux et cynique, justement. C'était un monstre d'immoralité, hein, à tous égards. Donc le fait qu'on le présente comme au fond à quelqu'un de plutôt admirable me paraît être le péché originel de la philosophie occidentale. Tout ça parce qu'il était drôle. Il était très drôle. Oui, mais j'écris souvent parfois dans Twitter, on reconnaît les racailles cosmopolites et leur ricanement. Le ricanement, le sarcasme ricanant, c'est un procédé cosmopolite. C'est-à-dire pour se moquer, parce que le cosmopolite veut ridiculiser les valeurs et les principes. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de grimacer, de rire, de ridiculiser. Le cosmopolite, enfin Diogène, avait un ennemi, la cité. Il méprisait la cité, il refusait d'obéir au nomos, à la loi de la cité, et son disciple Cratès de Thèbes disait que la cité était comme la besace du vagabond qui voguait sur une mer de blagues. Donc il y a cette idée de ricanement. C'est tout à fait bien vu, cher Henri de Lesquen. Cette idée de ricanement, elle est très commune à Diogène, à Cratès de Thèbes, à toute l'école. Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'idéologie cosmopolite, elle ne tient pas debout. Elle repose sur un certain nombre d'idées absurdes. Par exemple, le fait que les races humaines n'existent pas, ce qui est une sottise. Veut dire, prenez le métro parisien, vous verrez si les races humaines n'existent pas. Enfin, c'est une sottise. Bon, la science confirme et précise la division de l'espèce Homo sapiens en race humaine. Donc, affirmer qu'il n'y a pas de race humaine, c'est une sottise. Bon. C'est une bêtise. Affirmer que les différences sexuelles sont uniquement une construction sociale, je dirais vraiment, mais c'est une aberration. Ça, c'est la théorie du genre. Donc, tout est comme ça. Donc, le cosmopolitisme, c'est un tissu de bêtises monstrueuses. On retrouve on retrouve toujours la négation des limites. Pas de limites, pas de frontières. Mais la négation tout pareil. Voilà, bon. Tout pareil. La négation du bon sens. Donc, ça veut dire que pour être une idéologie dominante, il faut que on pratique constamment, pour imposer cette pensée unique absurde, évidemment absurde, on impose le terrorisme intellectuel. D'ailleurs, je crois me souvenir que cela rappelle quelque chose que dit très bien Chantal Delsol, qui parle de ce démiurgisme, c'est dans sa haine du monde, dans son livre récent La haine du monde, où elle explique que le démiurgisme anti-réel fonctionne sur le mode de l'ironie, justement, que le relativisme fonctionne sur le mode de l'ironie pour délégitimer ce qui existe. Et encore, l'ironie, c'est bien gentil. Non, c'est le sarcasme ricanant, ce n'est pas simplement l'ironie subtile. Ça va beaucoup plus que ça. Pour moi, je vois très bien ça dans les échanges sur les réseaux sociaux comme dans le langage ordinaire, la propagande habituelle de cette idéologie dominante. Il y a la dénonciation de l'adversaire comme étant nauséabond. Alors ces gens-là, ils ont tout le temps la nausée. Hein. Dès qu'on se permet de dire, non mais ils ont la nausée. Et ils disent, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée, etc. Alors que ce sont eux qui sont des vomissures. Je dis les choses réellement. Et ils voient, dès qu'il y a quelqu'un qui veut se tenir droit, dès qu'il y a quelqu'un qui aime la nation, ils disent ça me donne la nausée. Ça c'est le premier argument. Bon. Ce sont eux qui sont nauséabonds, mais ils passent leur temps à prétendre que leurs adversaires leur donnent la nausée. Et le deuxième argument... D'un point de vue psychanalytique, c'est ce que Freud appelle la projection. Oui, évitons la psychanalyse si vous plaît. Oui, c'est quand même intéressant. Non, Freud, bon. L'autre angle d'attaque, sur le plan rhétorique ou le plan de la propagande, c'est le sarcasme ricanant. Voilà. Alors, j'aimerais quand même que nous répondions aux questions des auditeurs, en particulier à propos de la loi Pleven. Voulez-vous donner des précisions ? Vous l'avez donné tout à l'heure, très bien. Rappelez-la, puisqu'apparemment ça n'a pas été compris. Cette loi Pleven qui criminalise toute forme de discrimination dans les rapports entre particuliers.
Alors attendez, il y a deux aspects à la loi Pleven du 1er juillet 1972. L'interdiction de la discrimination, c'est dans le code pénal, qui dit que si on pratique la discrimination, par exemple parce qu'on refuse un emploi à quelqu'un en raison, ou à raison, comme dit bizarrement le texte, de son origine, de sa nationalité, de sa race, etc., on est coupable d'un délit. D'ailleurs, on a augmenté le nombre des causes de discrimination qui sont interdites. La dernière, la 20e en date, c'est la discrimination selon le lieu de résidence. Il faut quand même le faire. Hein. Bon. Et l'autre aspect, l'autre volet de la loi Pleven, c'est une atteinte à la liberté, non plus de discrimination, à la liberté d'opinion ou d'expression. Et donc, c'est une modification de la loi du 21 juillet 1881, qui à l'origine était une loi qui établit la liberté d'expression en France. D'ailleurs, c'est la loi sur la liberté de la presse. C'est l'idée d'incitation à la discrimination. C'est tout incité. Non, mais la pratique de la discrimination est l'incitation à la haine ou à la discrimination. Donc ça, c'est si vous dites, si vous dites officiellement, je vous invite, je vous conseille de réserver vos emplois, de réserver les emplois aux Français et de ne pas les donner aux étrangers, vous êtes coupable de cet appel à la discrimination. Et si vous dites prenons un cas simple. Les Anglais sont tous moches, sont tous bêtes, ce qui ne serait pas une remarque très intelligente. Eh bien, théoriquement, ça peut être condamnable, mais bien entendu, ce genre de propos n'est condamné en pratique, parce que la loi est scélérate, mais la jurisprudence en rajoute dans la scélératesse, car elle est tout à fait à sens unique. La jurisprudence, si on traite quelqu'un de sale arabe, on sera condamné. Si quelqu'un vous traite de sale français, il ne sera pas condamné. Je pense qu'il faut parler de la jurisprudence, il faut parler des juges. Et en particulier, cette idée que dans cette religion des droits de l'homme, qui nous fait mourir à petit feu, les prêtres sont les juges. Puisque cette religion a pris les habits du droit, en définitive, les prêtres, ce sont les juges, et c'est ce que Jacques Crinen appelle la nouvelle prêtrise judiciaire. Alors, Jacques Crinen est un auteur, alors, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait bien orienté sur le plan politique, mais en tout cas, il est passionnant. J'ai lu de lui, d'ailleurs, après avoir lu un article de compte-rendu que vous avez fait dans le Figaro, Jean-Louis Harwell, de Jacques Crinen, K-R-Y-N-E-N, son gros livre en 2 volumes, intitulé « L'état de justice ». Passionnant. Il en a fait un autre sur l'emprise des juges, je crois. Hein. Oui, c'est le deuxième. L'emprise contemporaine des juges, c'est le tome 2. Ah, c'est le tome 2. Le premier, c'était l'idéologie de la magistrature ancienne. Ah oui, mais alors le titre d'ensemble, alors je me suis trompé, j'ai cru qu'il en avait fait un autre, parce que le titre des 2 tomes, c'est l'état de justice. C'est l'état de justice. C'est le titre global des 2 tomes. Le global. Ouais. Le premier s'appelle l'idéologie de la magistrature ancienne, et le deuxième, l'emprise contemporaine des juges. Donc c'est l'état de justice. C'est un livre passionnant qui démontre que l'état de justice qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit était le rêve des magistrats sous l'Ancien Régime. On se rappelle bien sûr les démêlés des rois avec les parlements, qui étaient donc les tribunaux de l'époque, avec les lits de justice, et de l'affaire des parlements, qui était une des causes de la Révolution de 1789. La Révolution française a mis fin à tout ça et a établi l'état légal. L'état légal qui suppose que le juge est étroitement subordonné à la loi. Il est chargé d'appliquer la loi. Je crois que c'est même le syllogisme de Duport. Le syllogisme de Duport. Le syllogisme de Duport qui dit... Le jugement et le raisonnement d'un syllogisme dont la mineure est le fait et la majeure est la loi. Voilà, autrement dit, supposez qu'il y a la peine de mort, ben je dis Jacques Dupont a commis un meurtre, or le meurtre est puni de mort, conclusion, je condamne Jacques Dupont à la mort. J'applique la loi, voilà. Je reconnais un fait et j'applique la loi. Et en fait, il y a une opposition dans la philosophie juridique entre l'état de droit et l'état légal. Ça se voit bien en particulier dans les écrits de Carré de Malberg, le grand juriste Raymond Carré de Malberg du début du XXe siècle. L'état de droit, c'est la transcription littérale de l'expression allemande Rechtsstaat. C'est déjà une subreption dans les termes, parce que tout État est un État de droit. Un État, par définition, c'est pas à vous que je le démontrerai, ne fonctionne que parce qu'il est producteur de droit. Bien d'accord. Donc, État de droit, c'est un pléonasme. Mais c'est une définition apologétique d'un certain système juridique que j'ai tendance à présenter de manière un petit peu caricaturale, mais éloquente, en disant, voilà, l'État de droit, c'est l'État qui libère ou qui acquitte un criminel parce que les écoutes
téléphoniques qui ont permis de démontrer sa culpabilité étaient irrégulières. Voilà l'exemple de l'état de droit. L'état de droit, c'est un État qui qui ordonne la libération sur le sol français d'un immigré illégal qui n'a pas le droit d'être là parce que le contrôle d'identité a été fait selon une procédure incorrecte. C'est ça l'état de droit. Bon. L'état de droit aboutit à la paralysie de l'État par les fils des Lilliputiens de la justice, de la magistrature. Voilà. Et ça aboutit, vous le montrez admirablement dans les droits de l'homme contre le peuple en particulier, ça aboutit à livrer la France à l'ennemi. À livrer la France... attendez, on a actuellement un terroriste... moi, je vais vous choquer, mais je pense qu'un terroriste, on devrait légaliser la question lorsqu'il est un terroriste. Le terroriste Abdel Salam ne veut pas parler. On lui accorde le droit au silence. Il dit, moi, je ne parle pas. Enfin, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'état de droit. Alors qu'il est responsable de la mort de 130 personnes à Paris le 13 novembre. Avouez que... Alors que pensez-vous de cette distinction entre l'état légal et l'état de droit, qui est une distinction classique, hein? Oui, non, mais elle me paraît... Je suis toujours étonné, cher Henri, et admiratif de votre savoir omniscient, y compris dans des domaines fort techniques que vous maîtrisez fort bien, comme les questions de droit et d'administration, et sans parler de la philosophie et du reste, et de l'économie. Mais ce qui est important, c'est que la notion d'état de droit est utilisée constamment aujourd'hui. Et autant que celle des droits de l'homme, enfin c'est pratiquement mêlé, c'est quasiment confondu. C'est confondu. Et tout ça est à mettre en rapport également avec l'œuvre de Kelsen, pour lequel Kelsen, ce sont les normes qui règnent et non pas les hommes. Tout ça est à mettre également en rapport avec Max Weber et avec sa grande et classique antithèse entre l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. On a institutionnalisé l'éthique de la conviction, moyennant quoi on a institutionnalisé l'irresponsabilité des gouvernants. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, les droits de l'homme contre le peuple, nous sommes restés, après cette causerie de presque 1h30, au prolégomène de l'analyse, qui au fond était facile à résumer. Je parle sous votre contrôle, Jean-Louis Harwell, auteur de Les droits de l'homme contre le peuple aux éditions Declet de Brouwer. Si nous ne répudions pas les droits de l'homme tels qu'on les professe aujourd'hui, la France périra. Assurément. Et pour les Il faut donc en finir avec ces droits de l'homme tels qu'ils sont définis actuellement. Pas avec les libertés publiques, mais avec ces faux droits de l'homme qu'on nous impose actuellement. C'est vital. Il faut renforcer et restaurer les libertés publiques. Bien sûr, liberté d'expression en particulier. Liberté d'expression en abolissant la loi Pleven. Toutes les lois antidiscriminatoires. Et il faut rétablir la liberté d'expression et la liberté de discrimination. Bien. Alors, ça vous le dites très bien, vous insistez beaucoup sur c'est très original, hein, sur le fait que la discrimination est essentielle, quoi. Que la non-discrimination est une atteinte aux libertés. Ah, vous l'avez dit admirablement tout à l'heure. J'ai écrit effectivement que la cité, l'existence même de la cité, repose sur la discrimination entre le citoyen, le national et l'étranger. Sinon, il n'y a pas de cité. Alors nous sommes c'est pour ça que les fameux combats citoyens sont des combats en réalité mondialistes et non pas citoyens, bien sûr, en faveur de l'immigration. Bien sûr. Alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, voici venu le temps de lire la chronique du courrier des auditeurs, de votre courrier, qui a été sélectionné par Anne-Laure.